Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David, ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, la voiture électrique, bien perçue par les Français, mais son côté élevé. En tout cas, le prix crée une inquiétude quant à une possible fracture sociale. Une étude de l'ADEME montre que 85% des Français interrogés jugent le véhicule électrique inaccessible. Yann Azran sera avec nous, fondateur de Electric Test Day, le Tour de France de la mobilité électrique. Le métier de la semaine avec Mobiliance, le rétrofit. Jean-Jacques Serraf, coprésident de Mobiliance Rétrofit et directeur général de Kinomic, sera en notre compagnie. Et la Fédération française de sport automobile et la Fédération française de moto ont souhaité en 2022 évaluer l'impact socio-économique et environnemental des sports mécaniques. Notre invité Sébastien Poirier sera avec nous, présidence de cette Fédération française de motocyclisme. Et enfin, départ en vacances, APRR, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône lance un podcast sur les figures des régions que vous traversez. C'est historique, c'est culturel, c'est absolument génial. Nicolas Cotte, directeur de la communication des concessions autoroutières d'Eiffage, sera avec nous. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et à cette question, sans les aides, est-ce que les voitures électriques sont compétitives face aux voitures thermiques? Yann Azran est avec nous, fondateur des Electric Test Day, déjà partenaire de Sud Radio, c'est intéressant de le dire. Le Tour de France de la mobilité électrique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous les deux, merci. Le constat est sévère, finalement, sur le prix des voitures électriques. On aimerait, mais on ne peut pas. Alors ça dépend, on a eu quand même beaucoup d'excellentes annonces de la part non pas des gouvernements mais des constructeurs qui nous expliquent que enfin on va avoir maintenant des modèles abordables en 100% électrique, le tout en rappelant que on est très content en ce moment d'avoir une essence au plus bas de 2023 mais qui reste malgré tout à plus d'1,80€ le litre, ce qui fait que l'électrique en face est une excellente alternative en termes de coût, malgré le coût d'achat qui peut parfois paraître un petit peu plus élevé. Alors, avec les mesures prises en Allemagne, où on a mis fin sans préavis aux aides à l'achat, parce que l'Allemagne n'a plus d'argent, a priori, alors qu'elle a plutôt des excédents budgétaires, à l'achat des véhicules électriques, et la France qui n'offre plus de bonus sur les véhicules fabriqués en Chine, est-ce que les ventes des véhicules électriques en Europe risquent d'en souffrir ? Parce que l'Allemagne et la France, c'est les deux premiers marchés en volume. Tout à fait. Alors l'Allemagne a très bien avancé sur les sujets. Là, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'il y a eu une requalification d'une enveloppe qui avait été récupérée, donc pour l'expliquer un petit peu, de l'enveloppe de 60 milliards d'euros qui avait été prise pour la pandémie et qui finalement, lorsqu'elle a été récupérée pour des enjeux environnementaux, ça a été requalifié et ils ne l'ont pas laissé. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui a créé cette surprise. Donc d'un seul coup, plus de bonus écologiques en Allemagne. Cependant, il y a deux constructeurs quand même assez importants, Volkswagen et Stellantis, qui ont annoncé qu'ils allaient eux-mêmes faire un effort de 2 tiers à 3 quarts du prix donc de ristourne en fait de 2 tiers à 3 quarts du prix du bonus écologique en Allemagne qui était de 6 700 et quelques euros. Voilà. 6 750. Et je vois qu'on a les mêmes sources. et donc pour le moment ça va aller. On parle de ça seulement pour le premier trimestre. Alors combien de temps ça va durer? Moi honnêtement mon sentiment c'est que quand même les gens ont eu besoin d'un bonus fort au début. Quand on est un peu dans les premiers, automatiquement, faut mettre la carotte. Là, on a tous autour de nous quelqu'un qui a de l'électrique et qui finalement nous vante les mérites de l'électrique et donc peut-être que aussi ce bouche à oreille et ce coût réel d'utilisation permet de passer à l'électrique de manière un petit peu plus enthousiaste pour beaucoup. Oui, sauf que l'achat la répercussion sur les économies, elle vient beaucoup plus tard. Sauf que l'investissement de départ aujourd'hui est quand même assez important. Alors, l'investissement de départ, ça dépend déjà comment on prend les choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 60% des véhicules qui sont délivrés en LLD. Oui. D'accord. Location longue durée. Oui. Tout à fait. J'ai déjà eu l'occasion de faire cette petite démonstration sur la LLD qui vous montre que aujourd'hui, un modèle 100% électrique en LLD versus un modèle thermique en LLD, vous avez selon, pour la même catégorie, donc je vous prends une Clio et une Zoé, vous êtes à 50 € par mois de différence. Cependant, en carburant, vous êtes jusqu'à 100 €, 150 € par mois de différence avec le prix à la pompe qui est énorme. Encore faut-il rappeler qu'il est au plus bas pour 2023 et malgré tout énorme. Donc, il se peut
que dès le moment où vous sortez de chez votre concessionnaire avec votre électrique, vous fassiez des économies dès le lendemain. Ça dépend en fait de si vous achetez cash votre voiture ou pas. Et vous avez le même ratio sur des voitures plus importantes, plus grandes? Sur les SUV, oui, mais justement sur les SUV, vous l'avez de manière encore plus creusée, parce que sur les SUV, vous allez avoir beaucoup d'engins, etc. Souvent, les SUV sont conçus un petit peu dans une gamme un peu plus luxueuse, ce qui fait qu'à l'intérieur, vous avez énormément d'équipements qui consomment beaucoup, qui en plus est extrêmement lourd et qui consomme aussi beaucoup d'essence. Sur l'électricité, plus vous allez tirer en fait ce comparatif d'énergie, j'ai besoin d'énormément d'énergie, si jamais je fais le comparatif entre électricité et essence, je vais toujours m'y retrouver mieux sur l'électrique. Ce que vous dites sur le long terme, ces économies sur le long terme, finalement vous les faites à court terme avec un SUV parce que ça demande beaucoup plus d'énergie pour le faire bouger. Et Yann Alran, on parle de ce qui s'est passé en Allemagne, où par exemple les groupes Stellantis et Volkswagen vont reprendre la prime que donnait le gouvernement, mais le gouvernement allemand, c'est pas le plus pauvre d'Europe, il supprime la prime. Qu'est-ce qui va se passer si d'autres pays font la même chose? C'est dans les capacités financières des constructeurs de servir de béquille? Alors moi je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de gants sur le terme supprimer la prime. À mon avis, il y a une pause parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation complètement dingue où leur système gouvernemental, la justice gouvernementale, disons, alors j'ai pas le mot, leur a coupé les vivres. Donc le gouvernement avait une enveloppe allouée, on l'a coupée d'un coup. Et ça, c'est légal. C'est-à-dire que, exactement. Au niveau législatif, ils n'ont pas le droit là tout de suite de continuer. Ils vont trouver le twist et d'ici à dans 3 mois, quand Volkswagen va arrêter, de toute façon, encore faut-il rappeler que Volkswagen est un acteur extrêmement important dans l'économie allemande. Ça m'étonnerait qu'ils laissent Volkswagen faire des chèques à gogo pendant plus que 3 mois parce que eux aussi ont un besoin là-dessus. C'est l'industrie automobile, c'est des emplois et c'est super important pour eux de faire fonctionner ça. Donc, à mon avis, c'est pas une suppression de ce bonus écologique, il s'agit plus d'une pause. Cette pause est pour le moment assurée par Stellantis et Volkswagen, il faut les saluer. Et puis, à mon avis, on va très rapidement avoir de bonnes nouvelles de la part de nos voisins allemands. Et quels seraient les freins aujourd'hui vis-à-vis de la voiture électrique ? Les freins aujourd'hui sur la voiture électrique, nous quand les gens viennent au Electric Test Days, ils arrivent sur l'événement, ils veulent découvrir, il y a de tout. On a maintenant des aficionados, mais on a quand même en grande partie des gens qui se posent plein de questions, qui en entendent parler comme maintenant à la radio, et qui en fait se disent est-ce que c'est si bien, est-ce que c'est si coûteux, est-ce que c'est pas... En fait, toutes les questions à l'endroit et à l'envers. Et les 3 piliers qui font le plus peur aujourd'hui, c'est l'autonomie, c'est le prix. Le numéro 1, pardon, c'est le prix. Parce qu'on parle beaucoup de ce prix à l'achat. Et c'est ce que je vous ai dit. On est peu nombreux. En tout cas, moi, personnellement, je peux pas m'acheter ma voiture cash. Et donc, si jamais on se retrouve sur des LLD, en fait, on mensualise tout. On mensualise l'énergie, on mensualise l'entretien qui est beaucoup moins cher sur l'électrique et on mensualise le prix de la voiture qui, en effet, regonfle un petit peu le tout, mais on s'en sort. Ils ont le prix, ils ont l'autonomie et ils ont le réseau de recharge. Le prix, on a quand même des annonces incroyables pour la première fois de véhicules qui sont à la barre des 20 000 euros avant bonus, ce qui est vraiment exceptionnel, sachant qu'il y a un an et demi, on n'était pas en dessous des 30. Donc on a quand même fait moins 10 000 euros, c'est énorme. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, sur l'autonomie, plus ça va et plus l'autonomie gonfle, même pour les plus petits modèles. Et enfin, sur le réseau de recharge, on a mis beaucoup de temps pour atteindre les fameuses 100 000 bornes, mais là on est en exponentiel et on va être... On n'a pas attendu autant que ça, c'est 4 mois de retard je crois. Non, il y a eu presque 1 an de retard. L'objectif initial était fixé 1 an avant le passage vraiment des 100 000 points de charge et finalement on a maintenant par contre une force de production en France. Et ça, faut le dire aussi, il y a une vraie industrialisation, une réindustrialisation française sur la borne de recharge électrique. Et ça, c'est quand même assez génial et ça nous permet de ne plus avoir ce souci du réseau de recharge. Yann Alran, la France a fait une politique différente de l'Allemagne, c'est-à-dire on ne subventionne non plus les véhicules made in China, y compris des marques françaises, comme Dacia qui fait partie du groupe Renault. Est-ce que les Chinois qui bénéficient d'un yuan sous-évalué et d'un marché intérieur protégé pourraient déclencher une guerre des prix ? Alors, vous savez, je vais vous dire, moi, je suis pas un fin économiste / politologue. Cependant, quand j'ai lu la news sur l'arrêt en Allemagne du bonus écologique, je me suis demandé si c'était pas une manière de ne pas dire stop aux Chinois et de laisser les Français passer devant. Au niveau géopolitique, je me suis dit peut-être qu'il y a tout plein d'enjeux que nous on ne comprend pas. En tout cas, sur la guerre des prix, en fait, il faut savoir que le marché chinois en interne est énorme. Et c'est comme ça que leur industrie sur l'électrique s'est surdéveloppée. Ils amortissent toutes les productions sur leur marché intérieur. Oui.
Avec en plus des méga injections d'argent public chinois, donc ça Après, fait que ils ont démarré un peu plus tôt que nous quand même. Sur l'électrique, vous savez, on a quand même manqué un coche incroyable. Ouais. C'est que Renault, avant tout le monde, était la première force industrielle internationale à s'être mis sur l'électrique. Malheureusement, Renault a connu tout plein de déboires internes, ce qui fait que ça a retardé plein de projets, et c'est quand même extrêmement dommage parce que la France aurait pu être ce pilier mondial sur l'électrique. On a eu la primeur, mais malheureusement on l'a pas poussé assez loin, et effectivement les Chinois s'y sont mis avec beaucoup d'avance sur le reste du marché, ce qui s'explique de manière logique. Ce retard qu'ils avaient, ou plutôt l'avance que l'Europe avait et les États-Unis aussi sur la motorisation, etc., ce savoir-faire d'ingénierie qu'on a, il était trop difficile à rattraper pour eux. Donc ils se sont dit, on se met sur la prochaine technologie, et par contre on y va à fond. Et c'est vrai que sur l'électrique, ils ont réussi à prendre de l'avance. Est-ce que depuis que nous parlons de plus en plus finalement de l'hydrogène, est-ce que ça freine pas encore l'électrique de dire et que ça met pas beaucoup de gens en attente en disant bon, je vais encore attendre un petit peu. Je suis passé au diesel, je passe à l'électrique, je passe à l'hydrogène. Voilà. Et je vous avoue qu'il y a une pompe à hydrogène à côté d'ici, il y a toujours au moins une ou deux voitures arrêtées. Ouais. Oui, alors j'imagine des taxis, non ? C'est souvent les gros rouleurs. Beaucoup de taxis à hydrogène. C'est ça. Ouais. Alors, faut voir quelque chose sur l'hydrogène. Mais ça brouille quand même un peu les pistes, non ? Ça peut faire peur quand justement, c'est pour ça. Alors, je ramène un peu le truc à ma paroisse, je sais, mais Electric Test Days, vraiment l'ambition, c'était parce que les gens entendent beaucoup parler de l'électrique de toute manière, de toutes les différentes manières. Or, on voit que la voiture la plus vendue au monde en 2023, c'est une électrique. La troisième, c'est également une électrique. Il se passe quelque chose. De toute façon, on y passe. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste rassurer les gens et les faire passer derrière le volant et pouvoir avoir un échange personnalisé. Parce que ce qu'on entend là comme ça peut faire peur. Sur l'hydrogène, faut savoir que l'hydrogène, aujourd'hui, c'est une excellente technologie, mais qui logiquement ne devrait pas être trop destiné à nous automobilistes particuliers. C'est plutôt pour les gros rouleurs, pour les poids lourds, voire même pour l'aviation. Mais dans notre cas, quand on a des batteries qui atteignent les 500, 600, 700 et bientôt 1000 km d'autonomie en full électrique, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller faire avec de l'hydrogène ? Alors en Allemagne, il y a une inquiétude qui court sur l'électrique, c'est que 1/3 des emplois dans l'automobile seraient menacés d'ici 2030. Les véhicules thermiques, ça mobilise plus de 610 000 salariés outre-Rhin. Est-ce que ça explique pas aussi en partie pourquoi les Allemands ont supprimé les aides à l'électrique ? Je ne pense pas. Honnêtement, il n'y a pas une industrie au monde dans les 20 dernières années qui n'a pas été complètement chamboulée avec l'arrivée par exemple des smartphones, avec Internet, avec le e-commerce, avec les colis, avec Amazon. Tout a été chamboulé et à chaque fois... Heureusement d'ailleurs, on retombe sur nos pattes. La preuve en est, aujourd'hui en France, on a quand même une bonne situation au niveau de l'emploi. On a eu des chiffres bien pires sur le chômage et pourtant on a vécu et on a réussi à traverser toutes ces mini-révolutions. On réussira à traverser la révolution de l'électrique et on aura un meilleur pouvoir d'achat pour les automobilistes, parce que faut bien se rappeler quand même qu'aujourd'hui, quand on a la possibilité, en termes de confort, d'avoir sa mini pompe à essence, finalement l'électrique, on a une pompe à essence à la maison, et en termes de coût, quand on réussit, il y a des technologies maintenant pour recharger seulement pendant les heures creuses, etc. On peut très 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 bien s'en sortir et faire de vraies économies. Et on peut en plus la partager et même gagner de l'argent parfois quand on est un petit peu malin en fonction des bornes. Aujourd'hui, on relocalise plutôt pas mal. Il y a des usines qui se montent sur des constructeurs français, donc ça veut dire que ça y est, quand même, ça s'amorce et on va pouvoir, ce qu'on disait avec les Chinois il y a quelques instants, amortir ces coûts et sortir des prix qui seront pour le coup très intéressants. C'est tout à fait vrai, et en fait c'est pour ça qu'il faut bien se dire que dans ces situations, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc, mais finalement on a pris un peu un coup derrière la tête au niveau économique quand on a vu justement l'industrie chinoise arriver. Je trouve que la réaction française qui nous a un petit peu boosté quand même. Oui, justement, la réaction française a été bonne parce que d'un côté ils ont dit on se met à fond, on industrialise, on pousse quand même les gens à passer à l'électrique, même si on fait un petit cadeau aux Chinois pendant 1 an ou 2, et puis le moment venu, une fois qu'on est prêt, parce que maintenant on l'est,
on coupe un petit peu. Finalement, il y a que le Japon qui a un véhicule, c'est Mazda qui a un véhicule qui réussit à passer à travers ces normes. Mais on peut pas se passer des Chinois quand même en matière de. Je parle pas de se passer des Chinois, mais très franchement, aujourd'hui, les modèles qui existent, de batterie, il y a quand même du chinois dans aujourd'hui, mais les gigafactories qui sortent de terre aujourd'hui en France font que toutes les batteries seront forcément pas chinoises très bientôt. Ce qui permet aussi de se dire qu'on pourra utiliser une énergie plus propre que celle du charbon qui est majoritairement utilisée en Chine pour produire nos batteries. C'est une très bonne chose. Et il y a également sur l'emploi et la réindustrialisation en France des excellents exemples boostés par des petites startups. Il y a une startup qui s'appelle Wattpark qui crée des petites bornes de recharge. Oui. Et ben Wattpark, ils ont fait à Bordeaux, ils se sont alliés à l'usine MMT qui produisait des boîtes de vitesse, si je dis pas de bêtises, pour Ford à l'époque. Absolument, l'usine de Blanquefort. Et ben voilà. Et ben cette usine désormais, elle produit des bornes de recharge. Ouais, c'était extraordinaire. Donc il se passe quelque chose et c'est très positif. Et est-ce qu'on va pouvoir faire des économies d'échelle suffisantes pour vraiment faire baisser les prix, notamment sur les batteries? Aujourd'hui, quand on sort de terre, si je dis pas de bêtises, 4 gigafactories sur les quelques années à venir, ça va nous permettre de sortir quand même beaucoup de batteries. Et c'est que le début. Tout à l'heure, on parlait des bornes de recharge. On a dit pour arriver aux 100 000 bornes, ça a été dur parce qu'il a fallu lancer le mouvement. Maintenant, on va en avoir trop presque. C'est vrai. Bientôt, je pense qu'on en aura trop de produites. Et bien, de l'autre côté, sur les batteries, ça va être la même chose. C'est-à-dire que le mouvement est très long et dur à pousser. Une fois qu'on l'aura mis en place, on se passera des batteries d'autres pays, on pourra avoir de la batterie 100% française et c'est bien. Merci beaucoup. Yann Arzan, fondateur de... J'ai dit quoi? Non mais c'est moi qui me suis trompé de nom. Ah d'accord. Fondateur des électristes TESDES et le Tour de France de la mobilité électrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. Le métier Mobiliance, le rétrofit, on en parle avec Jean-Jacques Seraf dans quelques instants, coprésident de Mobiliance Rétrofit et directeur général de Kinomic Mobilities. À tout de suite. France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et chaque semaine, chaque jeudi, avec Philippe David, nous faisons découvrir dans ces vraies voix qui font rouler la France le métier de la semaine avec nos amis de chez Mobiliance. Et Jean-Jacques Seraf est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes coprésident de Mobiliance Rétrofit et directeur général de Kinomic Mobilities. On parle de rétrofit pour ceux qui ne connaissent pas encore, même si on en parle de plus en plus. Le rétrofit consiste en quoi exactement ? Alors, le rétrofit, c'est une opération technique qui consiste à changer, convertir le moteur thermique d'un véhicule en une motorisation 100% électrique ou à pile à combustible à hydrogène, par exemple. Donc, c'est effectué sur plusieurs types de segments. Ça peut aller de la petite voiture jusqu'à des camions, des bus, en passant par les véhicules utilitaires. Et on en voit même également, vous l'avez peut-être vu, sur des motos, des 2 roues, des 3 roues et également des bateaux. Est-ce qu'aujourd'hui, le but chez Mobiliance, c'est d'industrialiser le rétrofit, qui était quand même un peu artisanal jusqu'ici ? Alors oui, en effet, le rétrofit a commencé, je dirais tout d'abord par des véhicules plus sur des véhicules de collection du type, vous l'avez peut-être vu sur votre chaîne, sur les 2 chevaux et la mairie avec le Mairie Club de Cassis et l'opération de Airfit. Mais maintenant se répand de manière plus industrielle comme un véritable outil de décarbonation des flottes, aussi bien sur différents segments qu'on peut citer, sur des citadines, puisqu'il y a eu récemment une homologation de la Twingo, d'un des membres et adhérents du métier Mobiliance Rétrofit, mais également sur du véhicule utilitaire léger, où il y a un vrai besoin de pouvoir accélérer la décarbonation, et on le voit également sur les bus ou les poids lourds, où cette opération devient aussi très intéressante pour les utilisateurs, notamment pour les villes, les collectivités locales sur les bus. Est-ce que dans le rétrofit, est-ce qu'on ne met que l'électrique, ou alors on peut aussi élargir au bioéthanol ? Alors, le rétrofit a été défini dans un cadre réglementaire qui date de l'arrêté de mars 2020. Et dans cet arrêté est défini par rétrofit, d'une part, le rétrofit 100% électrique à batterie et à pile à combustible. Ce dont vous parlez, qui existe effectivement, le bioéthanol, c'est un des éléments, il y en a d'autres. Ce sont plutôt ce qu'on appelle le gaz, par exemple, des conversions. Voilà, le gaz, ce sont des conversions
réglementation, mais c'est à l'extérieur, je dirais, de la définition du rétrofit qui a été établie par cet arrêté de mars 2020. Jean-Jacques Seraf, est-ce que le cadre réglementaire, on aime beaucoup la réglementation en France, c'est un peu assoupli avec les PV des mines, etc., qu'on connaît bien dans l'automobile, pour rétrofiter des voitures et les faire homologuer facilement ou relativement facilement? Alors oui, vous avez raison. Déjà, l'arrêté de mars 2020 a beaucoup facilité le rétrofit et c'est pour ça que maintenant il est en passe de devenir industriel. Parce que avant, vous savez, quand on faisait une transformation, on pouvait le faire que par véhicule, alors que là, on va pouvoir le faire par type à partir de cet arrêté de mars 2020. C'est-à-dire que on ne fait qu'une homologation pour un type de véhicule et après on peut en produire à l'infini, comme pour un véhicule neuf. Et par ailleurs, il y a eu aussi des réglementations simplifiées au niveau technique pour permettre de faciliter cette transformation rétrofit. Et donc, ça donne la voie à un nouveau outil, je dirais, de décarbonation qui est particulièrement important aujourd'hui, parce qu'on le voit, vous l'avez cité, je voyais que votre débat précédent était aussi sur le prix des véhicules neufs électriques qui est élevé. Sur certains segments, avec le rétrofit, on va être 2 fois, voire 2 fois et demi moins cher que l'achat d'un véhicule neuf électrique. Oui, ça allonge la durée de vie. Intéressant, oui. Absolument. Intéressant pour les utilisateurs et intéressant aussi pour l'écologie, puisqu'on sera aussi sur une baisse des gaz à effet de serre, avec, par exemple, sur les véhicules utilitaires légers, 56% de moins de gaz à effet de serre par rapport à l'achat d'un véhicule neuf électrique. Donc vous voyez, c'est quand même très intéressant et c'est pas nous qui le disons, c'est l'ADEME qui est l'agence de la transition écologique. Et avec des aides? Alors oui, bien entendu. Alors étant donné que le rétrofit contribue justement, je dirais, à la réduction des gaz à effet de serre en prolongeant la vie des produits, il y a des aides associées, notamment des primes au rétrofit, qui sont, par exemple, sur un VUL, c'est-à-dire un véhicule utilitaire léger, qui peuvent aller de 7 000 à 9 000 euros, et auxquels s'additionnent des aides régionales. Par exemple, la région Île-de-France donne 2 500 euros pour supporter le rétrofit. Donc, vous voyez un mécanisme également, je dirais, qui permet de faire la promotion. Le rétrofit, c'est un changement d'habitude, c'est un changement de mindset de la part des consommateurs. Il va falloir utiliser plus longtemps son véhicule, mais ce véhicule sera entièrement renouvelé grâce à une nouvelle motorisation, une nouvelle chaîne de traction, et donnera donc la vie à un deuxième cycle sur ce même véhicule. Et une réponse très courte, c'est un nouveau métier rétrofit chez Mobiliance et il va y avoir un événement rétromobile fin janvier. Oui, tout à fait. Alors, le rétrofit intègre la grande maison Mobiliance. Avant, c'était une association que vous avez peut-être connue sous le nom de R. Et va maintenant intégrer officiellement le métier rétrofit au sein de Mobiliance pour intégrer complètement la grande maison. Et puis vous avez raison, les salons sont très importants pour promouvoir cette approche. Rétromobile en est l'un d'entre eux, et Mobiliance, avec l'aide de Mobiliance, nous pouvons fédérer plusieurs acteurs du rétrofit et donc promouvoir cette nouvelle solution avec des véhicules plutôt vintage dans ce cadre-là, mais rétrofités et 100% électriques. Merci beaucoup Jean-Jacques Seraf d'avoir été avec nous, coprésident de Mobiliance Rétrofit et directeur général de Kinomic Mobilities. Vous restez avec nous dans un instant. La Fédération française de sport automobile, la FFSA, et la FFM, qui est la Fédération française de moto, ont souhaité en 2022 évaluer l'impact socio-économique et environnemental des sports mécaniques. On en parle avec Sébastien Poirier dans un instant, ce président de la FFM. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France avec la FFSA, la Fédération française de sport automobile, et la Fédération française de moto, qui ont souhaité évaluer l'impact socio-économique et environnemental des sports mécaniques. Pour en parler ce soir, Sébastien Poirier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la FFM. Sur ce deuxième panorama économie sport mécanique en France, l'intérêt de cette étude
étude, c'était quoi finalement? Alors, une première étude avait été livrée en 2019. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir l'actualiser post-Covid et également, à travers cela, valoriser toute la filière économique des sports mécaniques en France. Il faut savoir que la France a la chance d'avoir une très très belle filière d'excellence associée au sport mécanique, auto comme moto. Et donc, avec Nicolas Deschaux, le souhait, c'était vraiment de l'actualiser. Et les chiffres sont plutôt très valorisants puisqu'on parle d'une filière à plus de 3 milliards, enfin environ 3 milliards. Surtout 2,9 milliards. 2,9 milliards. C'est beau. C'est très beau, surtout pour une période post-Covid puisqu'on a progressé par rapport à 2019, donc c'est plutôt bon signe, et puis c'est une richesse pour notre pays. Et c'est quand même une retombée. La principale, c'est pour les entreprises techniques et industrielles, 37%. Ça fait beaucoup d'argent, un peu plus du tiers de près de 3 milliards. C'est quand même une très grosse somme. C'est les équipementiers, les fabricants de pneus, c'est un peu tout ça? Exactement, et évidemment on pense à Michelin, Total, etc. qui sont investis dans la compétition, mais il n'y a pas que. Il y a énormément de petites entreprises, des PME qui sont présentes dans les sports mécaniques, et auto comme moto, et qui, encore une fois, font la force et la richesse de la France, puisqu'elles rayonnent à l'international. On les voit souvent sur les grands prix de F1 comme de MotoGP. Donc c'est vraiment une chance et une force. Et avec Nicolas, on voulait vraiment marquer cet atout français qui est souvent mésestimé ou peu connu, et à travers cette étude, eh bien, on valorise tous les emplois, puisque c'est aussi beaucoup d'emplois, et des emplois qui ne sont pas délocalisables. On est vraiment sur de l'excellence française, avec beaucoup d'ingénieurs et une présence qui rayonne au niveau de l'ensemble des sports mécaniques. Et surtout que la France est dotée énormément de circuits, hein. On a tendance à l'oublier, d'écoles de pilotage, donc c'est vraiment un écosystème qui est très riche en France. Oui, alors la France est 1700 clubs, 1900 manifestations. La très très grande majorité de ces manifestations se déroulent dans la ruralité, dans des communes qui ont moins de 5000 habitants. Donc je peux vous assurer que c'est un 13e ou un 14e mois pour les commerçants de ces territoires. Et donc en effet, on est très présent, et on a beaucoup de manifestations, beaucoup de circuits de karting, des grands circuits de vitesse, mais aussi des circuits de motocross et d'autocross. Donc c'est vraiment une chance pour notre pays, et c'est une réponse à beaucoup aussi de pratiquants qui souhaitent s'amuser sur la voie publique et qu'on redirige plutôt vers les circuits. Et il y a 130 000 licenciés, ce qui fait quand même beaucoup. C'est quoi le profil type du licencié? Alors bon, là, moi, on parle des sports mécaniques, donc évidemment entre c'est pas profils... des gens de 8 ans, c'est clair. Ah, il y en a. Il y en a. Attendez, si. vous savez, karting, très accessible. Le motocross chez nous est très accessible également. Il y a plein de gentleman drivers qui font de la course automobile. Exactement. Et je peux vous assurer que ce qui fait vraiment la force de nos sports, auto comme moto, c'est le côté communautaire. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique l'auto comme la moto, eh bien, on se retrouve dans un paddock avec une combinaison, un casque, et on fait partie de la grande famille, quelles que soient ses origines, quel que soit son parcours. Et il y a un côté communautaire qui est hors norme s'agissant de nos sports. Et donc il n'y a pas vraiment de profil type entre nos différents licenciés. C'est la passion qui les réunit. Alors comment va se transformer justement cet écosystème de la course automobile? On voit que la F1, aujourd'hui on a une F1 électrique, même si elle émerge pas forcément. On a quand même des champions du monde. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne. L'automobile, il y a beaucoup d'automobile bashing, et aussi à l'endroit, en tout cas, de la course automobile, surtout côté voiture. Je ne sais pas pourquoi. La moto est souvent assez exempt de ça. Comment on va se transformer cet écosystème? Alors, à travers ce bilan économique et ce barème environnemental, l'idée c'est vraiment d'être positif et de démontrer combien est-ce que les sports mécaniques ont et constituent un laboratoire et une chance, évidemment pour notre pays, mais aussi pour la mobilité de demain. Qui servent, je tiens souvent à le rappeler, quand même, la course automobile génère en tout cas des R&D pour la voiture de monsieur, madame, tout le monde. C'est important de le dire, on l'oublie souvent. Et il faut surtout pas, parce que c'est ce qu'on a voulu vraiment faire ressortir. Et quand on parle de toute cette filière, c'est une filière de recherche. Le siècle passé, c'est le siècle des sports mécaniques qui ont permis de faire avancer la sécurité. Et on l'a vu, on en bénéficie dans nos véhicules, sur nos motos, etc. Et on va pas tous les rappeler. L'hydrogène aux 24 heures du Mans, par exemple. Exactement. Le siècle qui arrive, grâce et à travers les sports mécaniques, on peut être un accélérateur des innovations. Vous l'avez évoqué sur l'auto, il y a l'hydrogène évidemment, il y a l'électrique, il y a l'hybride. Je crois que la compétition auto a vraiment permis d'accélérer et de faciliter et d'engranger une nouvelle dynamique en termes de la mobilité du quotidien. Donc c'est une chance, et les sports mécaniques apportent ce service-là quasiment naturellement à nos activités. Et il y a 16 disciplines et 47 spécialités, ça fait beaucoup. Quelles sont les principales? Alors, celle que l'on pense en premier, c'est évidemment la Formule 1 et le MotoGP, s'agissant de nos sports, mais il faut savoir que c'est que très élitiste là, c'est
beaucoup d'applis, très oui, peu mais d'élus. c'est des courses sur circuit. Oui. Globalement, le cœur de l'auto comme de la moto, on est plutôt sur le rallye, s'agissant de l'automobile. Donc il y a énormément de rallye. Encore une fois, c'est une vraie spécificité française avec des champions du monde évidemment en rallye. Mais je crois de mémoire que les rallyes et les karting, le karting constitue vraiment le cœur de la FFSA. Et puis une formule de promotion. Tout à fait. Et s'agissant de la moto, eh bien c'est plutôt le motocross. C'est clairement le motocross aujourd'hui qui permet à la moto de rayonner en profondeur sur le territoire. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce milieu, c'est que les femmes deviennent de plus en plus nombreuses dans la course automobile et qu'elles soient ingénieures ou qu'elles soient pilotes, on sent qu'il y a quand même une transformation aussi de ce côté-là. Oui, très clairement. On a fait ça d'ailleurs. Nicolas a eu l'occasion récemment de lancer un grand plan de féminisation, en tout cas marquer un intérêt et un plan très clair. Nous, au niveau de la moto, on a la chance d'avoir une très belle progression également en termes de féminine. Il y a énormément de femmes aujourd'hui qui passent leur permis moto. Donc on voit en effet que c'est un sport qui était très masculin par le passé, qui se transforme et qui est à l'image de notre société. On attend toujours la nouvelle Giovanna Amati, mais elle devrait pas tarder, j'espère, en tout cas. En tout cas, s'agissant de la moto, il y a le moto, on a vraiment la chance d'avoir de très très jeunes filles qui arrivent et qui sont très performantes. Et on a parlé notamment de la Formule 1, ça marche très bien, les sports mécaniques à la télé, notamment sur Canal+, avec la moto GP, Quartararo et Zarco, qui ont quand même de très bons résultats. On a maintenant une écurie française à nouveau en Formule 1 avec Alpine et 2 pilotes français. C'est vraiment un grand moteur, ça, pour donner des vocations. Oui, très clairement. Nous, en tout cas, au niveau de la Fédération française de moto, on a vu une progression de nos licenciés. Je sais que Nicolas Deschaux également au sein de sa fédération. Donc, on a la chance d'avoir des formidables ambassadeurs, évidemment, des sports mécaniques français à l'étranger. 3 millions de spectateurs qui se sont déplacés en 2023 sur nos épreuves, auto comme moto. 3 millions. Des milliers, centaines de milliers de téléspectateurs pour suivre nos Grands Prix. Nous sommes un sport très populaire, je pense qu'il faut vraiment le dire, et c'est une chance pour notre pays, parce que vous l'avez évoqué sur l'auto-bashing, il faut profiter de cette technologie, de ce savoir, de ce laboratoire pour faire avancer, pour s'inscrire évidemment dans la réduction des émissions carbone, mais surtout c'est une chance. Donc il faut vraiment valoriser ce parcours. Est-ce que le lien finalement entre la course automobile, ce milieu des fédérations françaises de moto ou de sport auto ont un lien avec la sécurité routière? Parce qu'on dit souvent l'arrêt d'urgence, de connaître sa voiture, de savoir conduire, de savoir anticiper. Est-ce qu'il faut créer vraiment un lien à un moment donné? Moi, je pense. Oui. Alors, 2 éléments de réponse. La première, c'est que la compétition pour nous, par exemple, moto, les airbags, aujourd'hui, on les développe à travers la compétition. Donc, on fait le lien tout à l'heure avec ce qu'on disait. Donc, je pense très clairement, lorsque tous nos pilotes français rouleront avec des airbags, eh bien, ça sera beaucoup plus facile de l'imposer ou de le valoriser au quotidien. Donc, ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, évidemment que un pilote auto ou de moto maîtrise parfaitement son engin. Et évidemment qu'il est, j'en suis persuadé, un bien meilleur conducteur. Alors peut-être qu'il faudra d'ailleurs affiner les chiffres et travailler avec un assureur, mais avec certitude. Ouais. Merci beaucoup Sébastien Poirier d'avoir été avec nous, président de la Fédération française de motocycle. Vous restez avec nous. On fait une petite pause. Dans un instant, les départs en vacances. APRR lance un podcast sur les figures de région que vous allez sans doute traverser. Nicolas Cotte sera avec nous, directeur de la communication des concessions autoroutières d'Eiffage. Restez avec nous. Les vraies voix qui font rouler la France, encore pendant une vingtaine de minutes. À tout de suite. Tueuse pantomime. Elle fit scandale avec ses amours saphiques. Déguisée en momie, couverte de bandages, elle embrassa sur scène une femme déguisée en homme. Missy, célèbre nièce de Napoléon III, tomba éperdument amoureuse d'elle. Le spectacle de ce baiser entre femmes sur la scène du Grand Paris déclencha les foudres du scandale, mais aussi le début de la fulgurante carrière que Gabriel préparait. Les départs en vacances, APRR lançant un podcast sur les figures des régions que vous allez certainement traverser pendant ces vacances. Nicolas Cotte est avec nous, directeur de la communication des concessions autoroutières d'Eiffage. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vient d'entendre un extrait effectivement de ces podcasts qui donnent très envie à l'écoute. Finalement, combien de saisons, combien d'épisodes et qu'est-ce qu'on va apprendre ? Alors, il y a déjà 30 épisodes disponibles, c'est-à-dire qu'en fait, on a lancé au printemps 22 une première saison, qui, pour être tout à fait franc, a rencontré un vif succès et qui nous a encouragé à faire une deuxième saison qui sort en ce moment. Donc la deuxième saison, elle sort pour les vacances de Noël et vous avez déjà 10 épisodes en écoute sur toutes les plateformes, c'est-à-dire que Panorama, aujourd'hui, c'est un stock de 30 épisodes pour vous faire découvrir
la France un peu différemment et surtout vous accompagner pendant votre trajet sur autoroute. On peut télécharger sur 9 plateformes d'écoute. Vous pouvez nous dire l'ensemble des 9, s'il vous plaît? Alors les 9, c'est difficile, mais enfin on va directement sur Apple Podcast, on va sur Google Podcast, on va sur Deezer, on va sur Spotify, on va surtout sur un agrégateur qui s'appelle Acast, et vous allez voir, en fait vous tapez Panorama, Panorama, et vous allez tomber tout de suite sur une vignette graphique très reconnaissable parce que le graphisme et l'illustration, c'est aussi un tout cohérent dans le podcast Panorama. En fait, on revisite finalement des grandes figures des territoires français. Oui, tout à fait. En fait, on voulait faire deux choses. On voulait renforcer le contrat relationnel avec nos clients, c'est-à-dire leur offrir un divertissement pendant le voyage. Et puis, vous avez peut-être évoqué la pause sur les aires de service, notamment pour une pause électrique. Une pause électrique, c'est 27 minutes. Alors, on écoute 2 épisodes de Panorama et hop, on n'a pas vu le temps passer. Et puis, un concessionnaire autoroutier, ça reste dans son ADN un aménageur du territoire. Et du coup, les épisodes de Panorama, ça renforce l'attractivité des territoires et la dynamique des territoires. Voilà, on voulait arriver à faire un produit un peu hors norme, un peu inclassable, avec ces 2 objectifs en tête. Avec qui avez-vous travaillé pour écrire les textes? Car c'est de l'histoire, il faut quand même une rigueur minimale. Oui. Exactement. Alors, c'est de l'histoire. Parfois l'histoire des choses banales avec un petit H, parfois la grande histoire avec un grand H, mais par contre, on voulait pas être un peu ennuyeux. Bon, déjà, parce qu'on a plein de concurrents, les podcasts d'histoire, il y en a partout. Et puis, on voulait une voix, on voulait du bruitage, on voulait plein de choses. Et on a confié l'écriture à Martin Kenéen et à Aram Kebadjan. Ce sont des auteurs de bande dessinée et des auteurs de podcasts. Et ils ont eu un talent fou pour aller chercher, d'une part, la vérité historique, effectivement, quand il y a une vérité historique, mais aussi un goût de la fiction. Parce que bon, les podcasts d'histoire, excusez-moi, parfois les enfants s'ennuient. Voilà. Là, dans Panorama, vous allez voir, il y a du bruit, il y a de la fureur. Il y a du vent, il y a du souffle, il y a de la musique, il y a plein de bruitages, et ça en fait une pastille sonore, un conte sonore d'environ 13 minutes. Et en fait, des grandes figures, par exemple, ce serait qui? Parce que vous remontez très très loin quand même. Alors voilà, on a tenté de faire un peu d'antiquité, on a fait du Moyen-Âge, en fait on fait... Vous parlez de nous quand vous parlez d'antiquité? Comment? Je dis vous parlez de nous quand vous parlez d'antiquité. Bien sûr que non. Non, en saison 1, on a eu un épisode qui a eu beaucoup d'écoute de Gabriel Chanel, mais j'aimerais vous parler surtout des nouveaux épisodes. On va découvrir qui est Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, c'est une immense peintre du monde animalier, mais honnêtement, on ne sait pas qu'elle a rencontré Buffalo Bill et on sait peu de choses de sa vie. On a évidemment un très bel épisode sur Jeanne d'Arc, mais une Jeanne d'Arc racontée différemment. On n'est pas dans les dates, on n'est pas dans la vérité de l'histoire ou dans la croyance ou dans la foi. On va être dans autre chose. Voilà, on essaie à chaque fois qu'une histoire ou qu'un personnage... De faire un pas de côté, c'est ça? Exactement. On essaie de faire un pas de côté dans la narration, on essaie de faire un pas de côté dans l'épisode en lui-même, et on essaie de faire un pas de côté dans le moment où on va saisir le personnage dans sa vie. Vous voyez? Et ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas que des personnages. Par exemple, il y a un champ de bataille mythique de la Première Guerre mondiale que presque personne ne connaît, le Hartmannswiller Kopf. C'est en Alsace, dans les monts des Vosges. Déjà, c'était pas facile à prononcer. Oui, c'est vrai. On connaît Verdun ou la Somme ou l'Argonne ou le Chemin des Dames, mais ça, personne ne le connaît. Ça a été des combats terrifiants en 1915, et même une bataille comme ça, qui a été d'ailleurs fractionnée en 3 ou 4, vous la racontez dans vos podcasts. Oui, c'est d'abord un lieu saisissant. Je vous engage effectivement à aller le visiter un jour. C'est glaçant. Et effectivement, ce que nous donne notre patrimoine, ce que nous donnent nos réseaux autoroutiers, c'est d'aller justement chercher des lieux, des anecdotes, des événements qui font la grande histoire, mais que tout le monde ne connaît pas. Donc là, 14-18, globalement, on a 2 épisodes dans cette 2e saison qui l'illustrent. L'Aigle de Meaux, sur l'autoroute A6 et en Seine-et-Marne, et puis ce lieu absolument saisissant où la bataille et la tuerie est allée vers nulle part. Pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, c'est vraiment un carnage qui n'aura servi à rien. Et il faut tout le talent de Denis Podalides pour aller raconter ces histoires en devenant à chaque fois le personnage. Et c'est pas simplement le conteur. Il est conteur, il est le personnage, mais Denis, il fait aussi les éléments naturels. Il contribue à tout l'épisode. Est-ce que ça veut dire que vous allez développer des partenariats peut-être avec des musées à un moment donné, en disant voilà, comme l'autoroute, on prône toujours le moment où il faut se reposer et il y a toujours des pauses. Est-ce que c'est à l'avenir une éventualité? Alors,
C'est vrai que c'est tout à fait vrai. En fait, il vous aura pas échappé que Panorama est né aussi d'une liaison avec nos panneaux marrons, dont l'objectif initial était justement de lutter effectivement contre l'hypovigilance. Alors en fait, on est très près des territoires. Quand on décide ensemble, en concertation, le thème et l'emplacement des panneaux marrons, c'est déjà une forme de dialogue. Et effectivement, certains départements sont déjà très très intéressés par nos épisodes, qu'on leur offre d'ailleurs complètement gratuitement. Et on espère qu'avec les offices du tourisme ou avec les lieux privés comme les châteaux, on pourra aider à faire en sorte, et même si c'est un peu contre-intuitif, de sortir momentanément de l'autoroute pour aller se reposer ou découvrir quelque chose d'absolument nouveau. Ou alors, on est passé à côté pendant des années et des années, on n'a jamais fait l'effort d'aller détourner le regard et d'aller voir ce que se cachait derrière ce panneau et maintenant derrière cet épisode de Panorama. Parmi les héros dont vous parlez d'Enfer Rochereau, le lion de Belfort, et là il y a quand même un petit côté avec l'automobile, puisque si l'emblème de Peugeot c'est un lion, c'est un hommage à d'Enfer Rochereau qui a résisté sans jamais capituler face aux Allemands en 1870. C'est vrai, et je suppose que les griffes de la marque viennent aussi d'ici. Alors on avait un terrain d'expression cette année qui était formidable parce que cette saison 2, on l'a souhaité. Pourquoi ? Pour pouvoir donner des épisodes aux 24 départements des réseaux qu'on couvre. L'année dernière, on avait été un tout petit peu frustrés parce qu'on n'avait que 20 épisodes, parce que c'est compliqué à fabriquer une série, et on avait dû faire des choix. Bon, grâce à cette deuxième saison, on a pu aller du côté des Vosges et bien loin en Franche-Comté. On a récupéré les portes de Paris avec la Seine-et-Marne. Et puis toujours dans le massif alpin avec un très très bel épisode sur l'effondrement du Granier, quelque part sur la 43. On a l'impression que APRR, c'est finalement, il y a un écosystème qui se met en place. On parlait des bornes avec vous, enfin, il y a pas mal de choses qui sont faites, comme si finalement, ça n'était pas que finalement une autoroute. Il y a tout un écosystème, c'est exactement le mot. Écoutez, vous nous faites sans doute extrêmement plaisir en disant ça. Effectivement, le métier de concessionnaire autoroutier, c'est de concevoir, de maintenir, d'exploiter, d'accompagner des clients, d'accompagner des usagers pendant le temps de leur trajet. Alors, en facilitant, vous le connaissez, vous le savez, les recharges électriques et toutes les formes de mobilité. Et moi, dans mon rôle, patron de la communication, celui de leur offrir un loisir, un moment de divertissement, une distraction le temps du voyage et en même temps une ouverture d'esprit parce que l'autoroute, c'est quand même un endroit génial. C'est l'endroit des itinéraires, c'est l'endroit de vacances, c'est l'endroit de l'évasion, voilà, du voyage. On a le temps. C'est vrai que c'est un endroit aussi sûr où évidemment on garde bien en main son volant, mais où on peut faire appel à d'autres formes d'émotions et d'autres formes de sens. Donc effectivement, ça participe d'un écosystème tourner autour de la relation clientèle. Et puis rappelons qu'il n'y a pas que l'histoire. Vous avez une enquête pour un crime, Jacques Coeur et Agnès Sorel, des histoires d'amour, Georges Sand et Frédéric Chopin, pour être un peu plus à l'eau de rose. Il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que la Première et la Seconde Guerre mondiale. Non, pas du tout. On a vraiment veillé à faire... Ou la littérature avec Colette. Voilà. Alors, il y a effectivement des événements catastrophiques, l'effondrement du Granier. Voilà. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé à choisir les épisodes avec les auteurs, je ne connaissais pas cette histoire. Voilà. On essaie d'avoir des légendes. La Vouivre, elle fait trop peur en saison 1. Des légendes, des héros, de la grande histoire, des choses banales, des inventions qui ont modifié nos vies. C'est le cas de l'aviation, c'est le cas de la voiture. Voilà, on essaie d'être extrêmement éclectique, à la fois dans les époques, dans les personnages et dans les lieux qu'on va traiter. Histoire que, en voiture, toute la famille puisse, à un moment donné, s'y retrouver et faire la paix au travers d'un épisode. On sent que la série va bientôt arriver, en tout cas chez APRR. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Et puis merci pour ces beaux podcasts, parce que c'est vrai que ça donne vraiment envie. Nicolas Côte était avec nous, directeur de la communication des concessions autoroutières d'Eiffage. On vous souhaite bonne fête à vous aussi. Merci à notre équipe formidable pour cette semaine passée. Demain, c'est la dernière des vraies voix pour l'année 2023. On se retrouve à 17h. On se retrouve à 17h avec un immense plaisir. Absolument. Passez une très belle soirée. On vous embrasse. À demain. Tout de suite, Sud Radio à votre service, et après le flash, les essentiels de Sud Radio.